Simon, un immigré sénégalais, travaillait comme serveur à Lyon. Chaque jour, il servait un café à un vieux monsieur solitaire, Maurice. Une véritable amitié est née entre eux, jusqu'au jour où le vieil homme est décédé, en laissant sa maison en héritage à Simon. Mais c'est là que le petit-fils de Maurice est apparu, accompagné d'avocats, d'accusations et d'un plan pour tout faire capoter. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une lettre, écrite quelques jours avant la mort de son grand-père, contenait un secret capable de tout changer. Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos récits voyagent. Simon se levait chaque jour avant le lever du soleil. Pas par plaisir, mais parce que son réveil sonnait, sans pitié, à 5h30. Il se levait lentement, se passait de l'eau froide sur le visage et enfilait l'uniforme blanc du café. Le trajet jusqu'au travail ne changeait jamais. Des rues désertes, l'odeur des boulangeries tout juste ouvertes, le grondement lointain des premiers bus. Lyon dormait encore quand Simon commençait sa journée. Le petit matin était un café ancien, du genre qu'on ne se souvient plus depuis quand il existe. Les murs jaunis, le carrelage fissuré, la machine à café qui faisait un bruit de plainte permanente. Mais l'endroit avait une âme. Simon aimait y travailler. Pas pour le salaire, qui était loin d'être bon, mais pour la routine. Et après tant d'années loin du Sénégal, loin des siens, la routine était une forme de réconfort. Il nettoyait les tables, rangeait les tasses, préparait le comptoir. À 7h, les premiers clients arrivaient. Des gens pressés, fatigués, souvent indifférents. Simon les servait poliment, souriait quand il le fallait, puis retournait derrière le comptoir. C'était comme ça tous les jours. Jusqu'à ce qu'un vieil homme entre pour la première fois, il y a 3 ans. Il était exactement 7h13. Simon s'en souvenait parce qu'il avait regardé l'horloge quand la porte s'était ouverte. Le vieux monsieur était blanc, mince, les cheveux gris et clairsemés. Il portait un manteau marron élimé et un béret noir. Il s'avança lentement vers le comptoir, appuyé sur une canne en bois. « Bonjour », dit-il d'une voix rauque mais assurée. « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers ?»« Un café. 2 sucres, sans lait. » Simon prépara la commande et la servit. Le vieil homme paya avec des pièces soigneusement comptées, remercia d'un signe de tête et s'installa à une table près de la fenêtre. Il resta là 20 minutes, buvant lentement, les yeux perdus dans la rue. Puis il repartit. Le lendemain, il revint. Même heure, même commande, même table. Simon ne dit que le strict nécessaire, mais il le remarqua. La 3e fois, il anticipa même la commande. « 2 sucres, sans lait ?» dit-il en esquissant un sourire. Le vieil homme leva les sourcils, surpris. « Tu t'en souviens ? C'est mon travail. »« Non, justement. La plupart ne font pas attention. C'est comme ça qu'ils commencèrent à parler. Rien de profond au début. Juste quelques phrases échangées. Le vieil homme s'appelait Maurice Dubois. Veuf depuis 12 ans. Il vivait seul, dans un appartement près de la place Bellecour. Il n'avait pas grand-chose à faire, alors il venait tous les jours au café. Simon, lui, en disait peu. Qu'il venait du Sénégal, qu'il travaillait à Lyon depuis 8 ans, qu'il envoyait de l'argent à sa famille. Maurice écoutait, sans juger. Les mois passèrent. La routine continua. Mais petit à petit, Maurice devint plus fragile. Il tremblait parfois en tenant sa tasse. D'autres fois, il toussait longuement. Simon le remarquait, mais ne posait pas de questions. Jusqu'au jour où Maurice ne vint pas. Simon trouva ça étrange. Il regarda l'horloge. 7h13. Rien. 7h30. Toujours rien. À 8h, il demanda à son patron s'il pouvait s'absenter quelques minutes. Le patron râla, mais accepta. Simon se rendit à l'adresse que Maurice avait mentionnée une fois. Un vieil immeuble, sans interphone. Il monta les 3 étages et frappa à la porte. Pas de réponse.
il frappa de nouveau. Silence. Il allait partir quand il entendit un gémissement faible derrière la porte. « Monsieur Maurice ?» « C'est Simon, du café. » Un bruit de pas traînant. La porte s'ouvrit lentement. Maurice était pâle, en sueur, s'accrochant au chambranle. « Désolé, je n'ai pas pu sortir aujourd'hui, » dit-il avec peine. Simon entra sans demander. L'appartement était petit, sombre, sentait l'humidité et les médicaments. Il aida Maurice à s'asseoir sur le canapé, lui apporta un verre d'eau, le couvrit avec une couverture. « Il vous faut un médecin. »« Non, je suis trop vieux pour ça. » »« Ce n'est pas une raison. »« Pour moi, si. » Simon ne discuta pas. Mais il revint le lendemain. Et le jour d'après. Et encore après. Il apportait de la soupe de la boulangerie, des fruits, du pain. Il s'asseyait auprès de Maurice et il parlait. Parfois de la France, parfois du Sénégal, parfois de rien. Juste le silence, mais un silence apaisant. Un soir, Maurice prit la main de Simon. « Tu es un homme bien, Simon. Je fais juste ce qu'il faut. »« Non, tu fais bien plus. Tu me rappelles que j'existe encore pour quelqu'un. » Simon ne sut quoi dire. Alors il serra simplement la main du vieil homme. 3 semaines plus tard, Maurice mourut. Simon la prit en allant lui rendre visite. La porte de l'appartement était scellée. Un voisin lui dit qu'une ambulance était venue chercher le corps 2 jours plus tôt. Simon resta planté dans le couloir, longtemps, sans savoir quoi ressentir. De la tristesse, oui, mais aussi un étrange vide, comme si une partie silencieuse de sa routine avait disparu. Il retourna travailler, comme d'habitude, mais chaque jour, à 7h13, il regardait la porte. Personne n'entrait. Jusqu'à ce que, 3 semaines après l'enterrement, 2 hommes en costume débarquent au petit matin. L'un, plus âgé, chauve, portait une mallette en cuir. L'autre, plus jeune, grand, portait des lunettes de soleil, même à l'intérieur. Ils balayèrent la salle du regard, puis allèrent droit vers Simon. « Monsieur Simon Traoré ?» demanda le plus âgé. « Oui, je peux vous aider ? Je suis Maître Lemoine, avocat. Voici Thomas Dubois, petit-fils du défunt Maurice Dubois. » Simon regarda Thomas. Celui-ci retira lentement ses lunettes. Il avait les yeux clairs, une expression fermée, presque hostile. « Nous devons parler de l'héritage de mon grand-père, » dit Thomas d'un ton glacial. Simon fronça les sourcils. « L'héritage ? Je ne comprends pas. » L'avocat ouvrit sa mallette et en sortit une enveloppe jaunie. « Monsieur Maurice a laissé un testament. Il y lègue sa résidence à votre nom. » Simon cligna des yeux, incrédule. « Ce n'est pas possible. J'étais juste un ami. » Thomas eut un sourire amer. « Eh bien, il semblerait que mon grand-père avait des idées bien à lui sur qui méritait quoi. Il y avait du venin dans sa voix. Simon le sentit. Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'avocat poursuivit. « Le testament est valide. Il a été enregistré il y a 6 mois. Vous êtes désormais le propriétaire légal du logement situé au 47, rue Pasteur. » Simon resta silencieux. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait même pas ce qu'il devait ressentir. Il regarda Thomas, qui le fixait avec un mélange de mépris et d'incrédulité. « Je n'ai rien demandé, » dit Simon à voix basse. « Bien sûr que non, » répondit Thomas avec ironie. « Personne ne demande jamais, pas vrai ?» L'avocat toussauta, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Simon, il faudrait qu'on fixe un rendez-vous pour signer les papiers. Pourriez-vous passer au cabinet la semaine prochaine ?» Simon acquiesça, encore sous le choc. Les 2 hommes prirent congé. Mais avant de sortir, Thomas se retourna. « Juste pour que vous le sachiez, » dit-il d'un ton bas mais ferme. « Mon grand-père était seul, fragile. Et vous êtes arrivé pile au bon moment, hein ?» Simon sentit une pression dans la poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la colère.
Je me suis occupé de lui parce que personne d'autre ne le faisait. Thomas esquissa un sourire glacial. On verra bien. Et il s'en alla. Simon resta figé au milieu du café, le cœur battant, l'esprit embrouillé. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais il savait que quelque chose avait changé, et que ce ne serait pas simple. Il fallut presque une semaine à Simon pour trouver le courage de se rendre à la maison. Non pas parce qu'il avait peur, mais parce que tout cela lui semblait encore profondément injuste. Il ne voulait pas de maison, il ne voulait pas d'héritage. Il voulait juste que Maurice soit encore là, assis au café, en train de boire son café habituel. Mais la réalité était tout autre. Et ce samedi matin, Simon prit le métro jusqu'à la rue Pasteur. L'adresse se trouvait dans un vieux quartier de Lyon, aux rues étroites et aux immeubles en pierre usée. La maison était petite, à 2 étages, avec des volets en bois peints en vert foncé et une lourde porte en chêne. La peinture s'écaillait. Le jardin de devant, si l'on pouvait appeler ça un jardin, n'était qu'un amas d'herbes sèches et de terre battue. Simon resta planté sur le trottoir, regardant la façade. Une boule se forma dans sa poitrine. C'était bien réel. Maurice avait vécu ici, et désormais, pour une raison qu'il ne comprenait pas encore totalement, cette maison était à lui. Il sortit la clé que l'avocat lui avait remise et ouvrit la porte. L'odeur fut le premier choc. Un mélange de moisi et de quelque chose de sucré, presque comme du vieux café. Simon entra lentement. Le parquet grinçait à chaque pas. Le salon était petit, les meubles recouverts de draps blancs pleins de poussière. Il y avait une bibliothèque chargée de livres, un vieux fauteuil tourné vers la fenêtre et une petite table basse avec un cendrier vide. Simon parcourut la maison en silence. La cuisine était simple, une cuisinière ancienne, un évier taché, des placards en bois sombre. Il monta à l'étage. Dans la chambre, il trouva le lit fait, comme si Maurice allait revenir. Sur la table de nuit, une photo encadrée. Maurice jeune, à côté d'une femme souriante. Probablement sa femme. Simon s'assit au bord du lit et poussa un profond soupir. Il ne comprenait toujours pas pourquoi Maurice avait fait cela. Pourquoi tout lui laisser, à lui, un quasi-inconnu? C'est alors qu'il entendit un bruit en bas. Des pas. Quelqu'un était entré. Simon descendit rapidement. Et là, au milieu du salon, se tenait Thomas Dubois, les mains dans les poches, regardant autour de lui. La porte était ouverte, dit Thomas sans même le regarder. Je l'ai laissé comme ça. J'étais seul. Thomas s'approcha de la bibliothèque, passa les doigts sur les tranches des livres. Ma grand-mère me lisait des histoires ici, quand j'étais petit. Simon ne répondit pas. Thomas se retourna, un sourire vide aux lèvres. C'est drôle, non? Moi je viens ici et je repense à mon enfance. Toi, tu viens ici et tu penses au profit. Je ne pense pas au profit, répondit Simon fermement. Je ne savais même pas que cette maison existait. Bien sûr, et mon grand-père t'a tout donné comme ça, gratuitement. Quelle générosité! C'était sa décision. Thomas lâcha un petit rire sec. Sa décision? Mon grand-père était malade, Simon. Désorienté. Fragile. Et toi, tu étais là, chaque jour. Tu faisais quoi, au juste? Tu lui retournais le cerveau? La colère monta en Simon, mais il garda sa voix posée. Je prenais soin de lui, parce que personne d'autre ne le faisait. Ah oui, le héros, le gentil étranger sorti de nulle part. Ce mot, étranger, tomba comme une gifle. Simon fixa Thomas, qui ne baissa pas les yeux. Si tu as quelque chose à dire, dis-le tout de suite, lança Simon. Thomas haussa les épaules. Je n'ai rien à dire. La vérité finira bien par ressortir. Il marcha vers la porte, mais s'arrêta juste avant de sortir. Profite bien pendant que tu peux, Simon. Cette maison ne sera pas à toi très longtemps. Et il s'en alla. Simon resta là, seul,
le cœur battant à tout rompre. Il savait que Thomas ne lâcherait pas l'affaire. Et il savait aussi que ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, Thomas revint de plus en plus souvent, toujours avec des prétextes. Il disait qu'il venait récupérer des objets personnels, qu'il voulait aider Simon avec les démarches administratives. Mais Simon voyait clair dans son jeu. Thomas cherchait quelque chose, une preuve, une faille, une erreur. Un après-midi, Simon surprit Thomas en train de fouiller les tiroirs du salon. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il sèchement. Thomas ne sembla pas gêné. « Je cherche des documents. Mon grand-père gardait des trucs importants ici. Si tu as besoin de quelque chose, tu me le dis avant. » Thomas referma le tiroir lentement, regardant Simon avec mépris. « Tu penses vraiment que tu as le droit de faire la loi ici, hein? J'ai un testament, signé et enregistré. » « Les testaments, ça se conteste. » Simon croisa les bras. « Alors conteste-le. » Thomas sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire de prédateur. « Ne t'inquiète pas, je vais le faire. » Et il repartit, encore une fois. Simon commença à sentir tout le poids de cette histoire. Il dormait mal. Au travail, il était distrait. Les clients se plaignaient. Le patron menaçait de le licencier. Et Thomas continuait de rôder, tel un vautour. Jusqu'à ce qu'un soir, Simon reçoive un appel de l'avocat. « Monsieur Simon, je dois vous prévenir. Thomas Dubois vient d'engager une procédure judiciaire. » Simon s'assit sur son lit, tendu. « Quel genre de procédure ? » Il prétend que vous avez manipulé Maurice Dubois durant les derniers mois de sa vie, que vous avez profité de sa fragilité mentale pour obtenir son héritage. Simon sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est complètement faux. Je le sais, mais lui, il est déterminé. Il a réuni des témoignages. Il demande l'annulation du testament. Simon raccrocha et resta assis dans le noir, respirant profondément. Il savait que Thomas était capable de beaucoup de choses. Mais ça, c'était une guerre. Et Simon ne savait pas s'il était prêt à se battre. La procédure débuta bien trop vite. Simon n'eut même pas le temps d'assimiler ce qui se passait qu'il fut déjà convoqué à une première audience. L'avocat de Maurice, maître Lemoine, représentait désormais aussi Simon. C'était un homme sérieux, compétent, mais direct. « Thomas a réuni 3 témoins, » dit Lemoine en feuilletant des documents. Une infirmière qui a soigné Maurice à l'hôpital, un voisin et un vieil ami de la famille. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Que Maurice était confus ces derniers mois, que vous veniez chez lui trop souvent, qu'il y a eu un changement soudain dans son comportement. Simon sentit son estomac se nouer. Tout ça est faux. Je le sais. Mais au tribunal, la vérité doit être démontrée. Le jour de l'audience, Simon entra dans la salle les mains moites. L'endroit était froid, solennel, intimidant. Thomas était assis à côté de son avocat, un homme au costume hors de prix et aux cheveux grisonnants. Il ne daigna même pas regarder Simon. La juge entra, une femme d'une 50aine d'années, au visage neutre. L'audience commença. L'avocat de Thomas prit la parole en premier. Il exposa l'affaire avec clarté. Maurice Dubois, homme âgé, veuf, vulnérable, aurait été manipulé. Simon Traoré, un immigré sans lien apparent avec la famille, aurait profité de la solitude du vieil homme pour gagner sa confiance, et finalement son héritage. Simon écoutait, silencieux, chaque mot résonnant comme un coup de couteau. Puis vinrent les témoins. La première était l'infirmière. Elle déclara que Maurice était désorienté les dernières semaines de sa vie, qu'il confondait les dates, les noms, et parlait souvent d'un jeune homme qui venait tout le temps. Mais sous la pression de Lemoine, elle admit n'avoir jamais vu Simon en personne. Le voisin fut le deuxième. Il affirma avoir vu Simon entrer chez Maurice régulièrement, qu'il trouvait ça étrange. Mais quand on lui demanda s'il avait vu quelque chose de suspect, il hésita. Il n'avait rien vu de concret.
Le pire fut le troisième témoin. Un certain Gérard, qui se disait ami de Maurice depuis 30 ans. Il affirma que Maurice ne lui avait jamais parlé de Simon auparavant, que, soudainement, il se mit à le mentionner comme s'il faisait partie de la famille, que ce n'était pas normal. Maurice était seul, dit Gérard d'une voix ferme, et les gens seuls sont des proies faciles. Simon serra les poings sous la table. Quand ce fut au tour de Lemoine, il appela Simon à la barre. « Monsieur Simon, comment avez-vous rencontré Maurice Dubois ? Il venait au café où je travaille, tous les jours, à la même heure. Et comment votre relation a-t-elle évolué ? On discutait. Il était seul. J'ai compris qu'il avait besoin de compagnie. Et pourquoi avez-vous décidé de l'aider ? Simon inspira profondément. Parce que c'était la bonne chose à faire. Vous a-t-il jamais promis quelque chose en retour ? Non. Saviez-vous qu'il possédait une maison ? Non. Saviez-vous qu'il avait un petit-fils ? Simon jeta un regard à Thomas. Oui, il l'a mentionné une fois. Il m'a dit que son petit-fils vivait à Paris et ne venait jamais. Thomas remua sur sa chaise, mal à l'aise. Et quand vous avez appris qu'il vous léguait sa maison, comment avez-vous réagi ? J'étais confus. Je ne comprenais pas pourquoi il avait fait ça. Mais vous avez accepté. Parce que l'avocat m'a dit que c'était légal, et parce que j'ai pensé que c'était ce que Maurice voulait. Lemoine marqua une pause. Monsieur Simon, avez-vous, à un quelconque moment, demandé, suggéré ou influencé Maurice Dubois pour qu'il vous lègue quoi que ce soit ? Non, jamais. Lemoine retourna à sa table. Puis, il prit une enveloppe. Je souhaiterais présenter une pièce au dossier. Une lettre écrite par Maurice Dubois 2 semaines avant sa mort. La juge donna son accord. Lemoine lut à haute voix. Je sais que mon temps est compté. Et je sais aussi que, lorsque je partirai, certains remettront mes décisions en question. Mais je veux être clair. Simon Traoré ne m'a jamais rien demandé. Il est juste apparu. Et il est resté. Ce que ma propre famille n'a pas fait. Je lui lègue ma maison parce qu'il m'a traité comme une personne. Pas comme un devoir, pas comme un fardeau, comme une personne. Et pour moi, ça vaut plus que le lien du sang. Le silence fut total dans la salle. Les yeux de Simon picotaient. Thomas baissa la tête. Lemoine reprit. Maurice Dubois était parfaitement lucide lorsqu'il a écrit cette lettre. Elle a été enregistrée officiellement. Il savait exactement ce qu'il faisait. Lemoine appela ensuite ses propres témoins. La patronne du café, des clients habitués, des voisins de Maurice, qui avaient vu Simon venir avec des sacs de courses, de la soupe, des fruits. Tous racontèrent la même chose. Simon s'occupait de Maurice, comme d'un membre de sa propre famille. À la fin du procès, la juge annonça qu'elle rendrait sa décision dans 3 jours. 3 jours plus tard, le verdict tomba. Thomas perdit. Le testament fut jugé valable. Pire encore, Thomas fut poursuivi pour tentative de fraude et faux témoignage. Les témoins qui l'avaient manipulé furent également inquiétés. Il reçut une peine légère, mais suffisante pour salir son nom publiquement. À la sortie du tribunal, Thomas était sur le trottoir, une cigarette à la main. Il regarda Simon, mais ne dit rien. Il jeta simplement son mégot au sol et tourna les talons. Simon resta là, à respirer profondément. Il avait gagné. Mais il ne ressentait aucune victoire, seulement de la fatigue. Simon retourna à la maison de la rue Pasteur quelques jours après le verdict. Cette fois, sans peur, sans doute, juste avec une étrange certitude. Enfin, tout cela avait un sens. Il parcourut les pièces, observant chaque détail. Le fauteuil où Maurice avait l'habitude de s'asseoir. La cuisine, où il préparait sans doute son café tous les matins. La chambre où il dormait, perdu dans les souvenirs d'une vie entière. Simon s'assit dans le fauteuil et resta là, en silence. Il pensa à Maurice.
Il pensa à tout ce qu'il avait vécu. Puis, une question s'imposa. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Il pouvait vendre la maison, la louer, y habiter. Mais aucune de ces options ne sonnait juste. C'est alors qu'une idée fit doucement son chemin. Simon retourna au café. Il parla avec la patronne, Madame Chantal, une femme d'une 60aine d'années, qui le connaissait depuis son arrivée à Lyon. « Tu connais beaucoup de monde dans le quartier, hein ?» demanda Simon. « Pratiquement tout le monde. Pourquoi? Il y a combien de personnes qui vivent seules, comme Monsieur Maurice vivait ?» Madame Chantal réfléchit un instant. « Beaucoup. Il y a Monsieur Alain, veuf, Madame Rousseau, que ses enfants ont laissé tomber, Jean-Pierre, qui ne s'est jamais marié. » Pourquoi cette question? Simon prit une inspiration. « Parce que j'ai eu une idée. 3 mois plus tard, la maison de la rue Pasteur avait un nouveau nom, la Maison Maurice. Simon avait tout transformé. Il avait nettoyé, repeint, réparé. Installé des fauteuils confortables dans le salon. Créé une petite bibliothèque avec les livres de Maurice. Aménagé une grande table dans la cuisine. Et il avait ouvert les portes. Ce n'était ni un foyer, ni une association. Juste un lieu où les personnes seules pouvaient venir. Boire un café. Discuter. Jouer aux cartes. Lire. Ou simplement s'asseoir en silence, en sachant qu'elle n'était pas seule. Au début, seuls 3 ou 4 habitués venaient. Mais très vite, la nouvelle se répandit. Monsieur Alain vint. Madame Rousseau aussi, puis Jean-Pierre, et d'autres encore, des gens isolés, sans famille proche, qui ne voulaient qu'un peu de compagnie. Simon continuait à travailler au café le matin, mais l'après-midi, il était à la Maison Maurice. Il préparait du café pour les visiteurs, écoutait leurs histoires. Parfois, il aidait pour des petites choses, une facture incomprise, un médicament oublié. Il ne cherchait ni reconnaissance, ni projecteur. Il faisait simplement ce qui lui semblait juste. Un jour, une journaliste du journal local se présenta. « Je peux écrire un article sur ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle. Simon hésita. « Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos d'eux, » répondit-il en montrant les visiteurs. « Mais c'est vous qui avez lancé tout ça ?»« Non, c'est Monsieur Maurice. Moi, je ne fais que continuer. » L'article fut publié. Modeste, mais sincère. Quelques lecteurs le découvrirent. Certains firent des dons. Chaises, livres, nourriture. Mais Simon ne changea rien. Il continua, comme toujours. Un après-midi, Madame Rousseau s'approcha de lui. « Simon, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. »« Pourquoi tu fais tout ça ? Tu aurais pu vendre la maison, garder l'argent. Mais tu as choisi ça. Pourquoi ?» Simon réfléchit un moment. « Parce que Monsieur Maurice m'a appris que la compagnie vaut plus que tout, et j'aimerais que d'autres le sachent aussi. » Elle lui sourit, les yeux embués. « Tu es un homme bien, Simon. » Il haussa les épaules. « Je fais juste ce qu'il faut. Je suis là, chaque jour. » Et c'était vrai. Simon n'avait pas réponse à tout. Pas de grand plan. Pas de certitude. Mais il avait une routine. Et dans cette routine, il était présent. Pour ceux qui, comme Maurice, avaient juste besoin de quelqu'un. Les mois passèrent. La Maison Maurice devint une partie intégrante du quartier. On savait qu'on pouvait y venir. Qu'il y aurait toujours du café. Toujours une oreille attentive. Simon ne revit jamais Thomas. Il apprit, par hasard, que celui-ci était retourné à Paris, qu'il travaillait toujours comme cadre, qu'il ne parla plus jamais de son grand-père. Et Simon? Simon resta Simon, serveur le matin, hôte l'après-midi, un homme ordinaire, mais porteur d'un héritage silencieux. Car au fond, ce que Maurice lui avait laissé n'était pas juste une maison. C'était une leçon. Être là vaut plus que n'importe quel héritage. Prendre soin de quelqu'un, même sans rien attendre en retour, peut transformer des vies.
Et Simon avait accepté cette leçon. Il en avait fait sa manière de vivre. Chaque jour, à 7h13, il regardait encore la porte du café. Et parfois, juste parfois, il croyait presque voir Maurice entrer. 2 sucres, sans lait. Et il souriait. Parce qu'il savait qu'en quelque sorte, Maurice était toujours là. Dans chaque tasse de café servie, dans chaque parole échangée, dans chaque solitude apaisée. C'était ça, le véritable héritage. Et Simon le portait avec fierté. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et dites-nous en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place de Simon? Parlons-en!